Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Classe Affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, pour une nouvelle année que nous vous souhaitons plus apaisée et plus sereine. Vous connaissez le principe, chaque mois nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, mon complice, notre expert, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. L'année a bien commencé. On essaye, oui. Mieux que 2020. Excellente et effectivement plus sereine. Tout ce qu'on souhaite. Vous êtes le président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Je le rappelle, notre expert sur ce plateau, aujourd'hui dans votre chronique. Deux sujets très différents. Les bourses en 2020, les marchés financiers. Quel comportement, quelle chute, quel rebond. Et puis, comme question de l'internaute, les dépenses d'un ménage en France. Répartition, voilà. Ce sera dans la deuxième partie. Le réseautage, ce sera notre dossier. C'est un élément indispensable pour lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Au-delà du partage d'expériences, il permet parfois de chasser en meute et d'étendre les opportunités de collaboration. Découverte de Bouge ta boîte, un réseau de business au féminin. Deux bougeuses seront avec nous. Et puis focus sur une start-up grenobloise, la plus innovante de l'année selon le magazine américain Forbes, la plus innovante de France. Aledia a l'ambition de révolutionner nos écrans numériques, mais doit faire vite tant le succès est convoité et le marché juteux, de l'ordre de 120 milliards d'euros par an. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Alors, à l'issue d'une année 2020 particulièrement atypique, petit bilan sur la santé des bourses mondiales. Comment les places financières ont vécu ces mois hors normes, marqués par des chutes brutales et importantes d'activité. La plupart ont su rebondir, mais on observe de fortes disparités, Alain. Oui, effectivement, l'année 2020 est une année assez extraordinaire pour les bourses mondiales. D'abord, il y a le choc des confinements entre mi-février et mi-mars, où on voit les cours des bourses mondiales s'effondrer, moins 40% à peu près sur toutes les places, le Nasdaq, le S&P, le CAC 40, moins 40% quasiment en 2-3 séances, ce qu'on n'avait jamais vu, c'est pire qu'une piste noire. Et puis ensuite des rebonds, parce qu'il faut bien parler de rebonds. Tout d'abord le rebond de la fin des périodes de confinement, fin du printemps, début de l'été, et puis le rebond ensuite de l'arrivée des vaccins en fin d'année. Mais là, c'est déjà assez tardif par rapport à tout ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que le rebond du printemps est à la fois aidé par la brutalité de la chute, donc des acheteurs qui se sont positionnés pour rebondir, mais également par les interventions des banques centrales. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, la Fed, la Banque du Japon, la Banque Japan sont intervenues massivement pour acheter des dettes. D'abord des États, pour soutenir les États, puis des dettes privées. Et donc ça a apporté un afflux de liquidités sur le marché qui ont fait que les investisseurs, qui n'avaient pas d'autre choix que d'investir en actions, ont racheté des actions à peu près de tous les pays, de tous les continents. Ce qu'on voit néanmoins, c'est qu'il y a des disparités à la fois géographiques et aussi sectorielles extrêmement fortes. C'est-à-dire que quand on parle de rebond, on parle de moyenne, mais géographiquement et sectoriellement, il y a de très grandes différences. Alors par exemple, quels sont les secteurs qui... Par exemple, si on commence par les secteurs, c'est évident que les secteurs liés aux technologies, liés aux ventes en ligne, les GAFAM, Google, Apple, Amazon, Facebook, ont explosé. Les secteurs liés, en revanche, plus traditionnels, qui portent à la fois de l'endettement, mais qui portent aussi, on va dire, un peu l'ancienne économie, le parapétrolier, le transport, l'aviation, ont extrêmement souffert de la crise et n'ont toujours pas retrouvé les niveaux antérieurs. Donc on a vraiment cette différenciation sectorielle, mais aussi une différenciation géographique. La Chine, qui est à la fois un peu l'usine du monde, mais qui a aussi jugulé assez vite finalement l'épidémie, même si on n'a pas eu toute la transparence sur l'épidémie, et puis qui a une population de classe moyenne qui est en train de croître, a vu ses bourses en évolution très significative, et a emporté un peu toutes les bourses de l'Asie du Sud-Est. Les États-Unis, c'était beaucoup plus erratique,
Mais la puissance des nouveaux intervenants, tous les grands acteurs de l'Internet sont américains. Bien sûr. Donc on tirait les bourses vers le haut, alors que l'Europe quasiment est revenue à son niveau initial, à l'exception de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Mais c'était beaucoup plus difficile. Voilà. Faisons le point sur les grands indices. On va commencer par les États-Unis et le fameux Dow Jones. Le Dow Jones a retrouvé fin 2020 un peu plus que sa valeur de début d'année, avec une chute de l'ordre de 40%, 38%. Le Nasdaq, donc, qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines, mais avec dans ces entreprises beaucoup d'entreprises technologiques, du fait de l'existence de majors technologiques et puis bien évidemment de tout un écosystème favorable, fait plus 40% par rapport au début d'année. Donc c'est totalement considérable. Porté également aussi par les biotech. C'est-à-dire que les États-Unis sont un terrain extrêmement favorable aux biotech. On le voit d'ailleurs dans l'émergence des vaccins, parce que probablement il y a la concentration financière et de matières grises qui existent, mais certainement aussi une réglementation un peu moins contraignante qui permet d'aller plus vite dans les tests, dans les essais. Chez nous, dans la zone euro? Dans la zone euro, c'est un peu la même chose. Il y a les leaders. Alors, qui a très bien performé? Par exemple, Hermès a très bien performé. Le luxe, en France, on voit tous les grands du luxe qui ont très bien performé. Hermès, Dior, LVMH, de très bonnes performances. À l'inverse, les traditionnels comme Airbus, très difficile. Très difficile également tout ce qui est autour du tourisme. Il y a une très bonne performance aussi en France de Schneider. Alors Schneider est une entreprise française, mais tellement internationale et tellement implantée en Asie du Sud-Est qu'il faut aussi intégrer cette dimension-là. Schneider porte deux dimensions créatrices de valeur. D'une part, c'est bien sûr la technologie, mais aussi le développement durable. C'est-à-dire que l'équipe dirigeante de Schneider est extrêmement investie dans le développement durable et l'entreprise également. Et puis à l'inverse, il y a des flops. On peut citer par exemple ExxonMobil, qui était la première capitalisation boursière américaine, donc du monde, pendant plusieurs décennies, est sortie du Dow Jones, est sortie de l'indice Dow Jones. Donc on a vraiment un changement de valorisation des structures. Tesla fait plus 700%. Colossal. Donc voilà, les repères changent totalement, et Elon Musk, ça date de ces jours-ci, devient la première fortune mondiale avec Tesla et SpaceX. Voilà. Je reviens sur mes indices. Alors en Asie, le Nikkei plus 18% sur l'année. Quelques mots sur les pays émergents. Les pays émergents se comportent pas mal finalement. D'une part parce qu'ils ont une capacité de production qui est élevée. Je veux dire, l'Europe a été à l'arrêt. Les États-Unis aussi en partie. Donc l'Inde, les dragons du Sud-Est ont une capacité de production. Donc on fournit aussi des éléments, une capacité technologique assez forte. Donc les pays émergents, dans leur indice, rattrapent le niveau de l'année 2020, voire font un peu mieux. Voilà. Notre CAC 40 en France? Juste en dessous du début de l'année 2020, je crois qu'il fait moins 7%, moins 5 ou moins 7. Voilà. Oui, moins 5, moins 7. Pas une catastrophe. Ce qui est pas mal, ce qui est plutôt pas mal. Et il fait plutôt un des bons débuts d'année. Bien sûr, le vaccin porte les éléments. Ce qui porte aussi beaucoup les indices boursiers, c'est l'absence d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir dans des obligations d'entreprise ou d'État, c'est 0%. Voilà. Donc, quand vous avez 0% sur un placement à 20 ans, vous avez peut-être envie de prendre le risque d'une action, surtout si l'entreprise est bien gérée, si le marché est porteur, s'il y a des espoirs de retour à une économie plus active. Donc le mouvement d'investissement vers les actions, à mon avis, n'est pas terminé, parce que les taux d'intérêt vont rester très longtemps bas pour permettre aux États de financer l'excès de dette qu'il y a eu pour passer la période du Covid. Et donc les marchés actions vont être très dynamiques, je pense. Un mot pour conclure sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, on avait parlé il y a quelques mois. Le Bitcoin. Bon, le Bitcoin, en fait, a deux défauts, si on veut l'exprimer ainsi. C'est à la fois extrêmement volatile et potentiellement porteur de capitaux pas totalement blanchis. Voilà. C'est quand même les deux défauts intrinsèques du Bitcoin, qui aujourd'hui n'est pas une monnaie régulée. En revanche, sa valeur refuge dans la crise s'est affirmée, puisque le Bitcoin, qui valait avant la crise moins de 10 000 $, est passé par une pointe à 40 000 $. Voilà, et aujourd'hui, il doit être à 38 000 $. Donc, c'est des évolutions complètement faramineuses. Alors, il faut savoir que le Bitcoin est une valeur qui est limitée quantitativement. C'est-à-dire que l'émission de Bitcoin est un processus compliqué, assez coûteux en termes de ressources informatiques. Donc, il est limité quantitativement. Donc, il y a un effet rareté. Il y a un effet accessibilité à l'ensemble des intervenants mondiaux.
et donc une hausse en période d'incertitude. Ce qui est un peu paradoxal, parce que le Bitcoin en tant que tel est un outil quand même d'incertitude. On ne sait pas exactement qui achète, qui vend. Mais pour autant, c'est devenu une valeur refuge. Plus que l'or, qui était la valeur refuge avant l'apparition de nouvelles technologies. Donc on a vraiment une année 2020 très, très contrastée. Des États-Unis qui sont portés par leur technologie, par la puissance de l'Internet, clairement. Et puis par de fait des actions de l'ancien gouvernement Trump, assez orienté en faveur des entreprises. Voilà. Et puis probablement une élection de Joe Biden qui aura un programme, on va dire, moins drastique en termes économiques. L'Asie du Sud-Est, notamment la Chine, assez vite sortie de la crise et moteur manufacturier du monde entier, une classe moyenne qui émerge, et puis une capacité technologique aussi. Et puis une Europe plus difficile parce que plus sur les industries traditionnelles. La technologie en Europe s'en sort, le luxe en France s'en sort très bien, mais les transports, l'aviation, c'est beaucoup plus difficile. Une année quand même, 2020, qui n'aura pas été aussi catastrophique qu'on aurait pu le craindre. J'ose pas vous demander de vous risquer à faire une projection sur 2021. Moi, je crois que sur 2021, il y a un potentiel de croissance. Il y a un potentiel de croissance pour les deux raisons. Enfin, première raison, il faut croire au vaccin. Croire à la sortie de cette épidémie, parce que si on part pour 3 ans d'épidémie, là, ça change tout. Et puis la deuxième raison, c'est que les taux d'intérêt vont rester très longtemps très bas. Donc les investisseurs, les caisses de retraite, les fonds de pension vont devoir investir. Et si l'économie fonctionne, vont apporter des capitaux propres aux entreprises qui vont en avoir besoin aussi pour équilibrer la dette qu'elles ont contractée durant la période Covid. Donc soyons assez optimistes sur 2021. Merci Alain. Des fortunes donc assez diverses cette année pour les valeurs boursières, avec un rebond un peu plus difficile et un peu plus lent en Europe, mais pas de catastrophe quand même. Ça va être une année catastrophique. Voilà. Et en France, un CAC 40 qui perd en moyenne 7%, c'est ce qu'on dit, mais qui tient relativement. Merci beaucoup. À suivre donc. À Saint-Égrève, Arémon Life, directement engagé dans le défi de la vaccination anti-Covid. La division santé du groupe Arémon a mis au point un tout nouveau système de bouchons pour les flacons de vaccins. Une innovation qui a convaincu le Canada et qui permettra à l'entreprise iséroise de doubler son chiffre d'affaires cette année. Reportage de Lina Badreddine. Pour sortir d'une crise sanitaire, le vaccin est primordial, mais son contenant l'est tout autant. Ici, chez Arémon Life, on fabrique des bouchons de flacons de vaccin. L'entreprise Arémon, spécialisée dans le secteur automobile, s'est diversifiée en 2007 en créant une branche packaging de pharmacie. 13 ans plus tard, la crise sanitaire de la Covid-19 lui apporte un nouveau contrat, une commande de plusieurs millions de bouchons par le gouvernement canadien pour anticiper la fermeture des flacons de vaccin le moment venu. Chaque composant a son importance parce qu'il va être plus ou moins en contact direct avec le médicament. Donc les niveaux d'exigence sur tous ces systèmes de packaging sont primordiaux. Et le cheminement de fabrication est très minutieux. La pièce est contrôlée à 100% à chaque étape pour être sûre qu'elle n'a aucun défaut. Par rapport à une fermeture traditionnelle qui pourrait générer des particules d'aluminium dans son environnement proche, le bouchon en plastique Redilio a ses avantages sanitaires, mais aussi techniques et pratiques. Actuellement, sur les lignes de remplissage, les flacons sont remplis. On a un bol de distribution qui vient distribuer le stopper, puis ensuite la capsule en aluminium qui va être sertie sur le col du flacon. L'avantage de notre produit Redilio, c'est que directement après le remplissage, on va distribuer l'ensemble avec le stopper qui est déjà préassemblé dans la capsule en plastique et on vient fermer directement par une simple pression verticale. Autrement dit, l'entreprise iséroise livre aux clients directement une solution stérile et prête à l'emploi. Avec ce gros contrat signé avec le Canada, la crise sanitaire a accéléré de 18 mois le plan stratégique et le développement d'Arémon Life. Pour nous, c'est très important puisque nous allons doubler notre chiffre d'affaires l'année prochaine, pas uniquement grâce à ce contrat, mais c'est une bonne partie de l'explication de notre doublement de chiffre d'affaires, qui a déjà doublé cette année. Nous sommes passés de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires à 8 millions en 2020. Et en 2021, on planifie d'être entre 18 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, essentiellement grâce aux produits Redilio. Donc c'est des belles perspectives pour nous de doublement d'activité. Autre bonne nouvelle, les effectifs salariés de l'entreprise devraient eux aussi doubler en juin 2021 par rapport à 2020.
Et ce bouchon Redilio pourrait à terme rendre obsolète le sertissage classique des capsules en aluminium. Il a été entièrement mis au point par les bureaux R&D d'Arémont Life à Saint-Égrève et il est produit intégralement en Isère. On le répète souvent ici, rien de pire que la solitude pour un chef d'entreprise. Les échanges et le partage d'expériences sont essentiels pour répondre aux questions, pour venir à bout des écueils et aussi pour mettre toutes les chances de réussite de son côté. Les clubs d'entrepreneurs, les cercles professionnels se multiplient pour tisser des liens et aussi faire naître des opportunités de business. Exemple avec le réseau Bouge ta boîte et de bougeuses, comme on les appelle. Elles sont sur notre plateau. Laura Bernard et Capucine Jubin, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Laura Bernard à la tête d'une entreprise comme à soi, c'est une agence de communication. Et Capucine Jubin, vous êtes vous à la tête de Mentor RH, une agence de conseil en ressources humaines. Des bougeuses, c'est comme ça que vous vous appelez ? Oui, nous sommes des bougeuses. Nous regroupons de 20 à 25 entrepreneurs tous les 15 jours pour faire grandir nos entreprises, gagner en visibilité et aussi profiter du partage des compétences. Alors c'est un réseau business qui a été créé il y a 3 ans, un réseau national qui a des relais et des cercles locaux ici dans notre agglomération grenobloise, présent dans quoi ? À peu près 90 villes en France, c'est ça ? Oui, on a une centaine de cercles présents dans 90 villes en France et plus de 1700 bougeuses. Et la spécificité, on ne l'a pas encore dit, mais c'est que c'est un réseau féminin. Tout à fait. C'est parti du constat que 30% des femmes sont créatrices d'entreprises parmi les créateurs d'entreprises, mais seul un tiers d'entre elles déclarent vivre de leur activité. Donc l'objectif est de donner aux femmes leur juste place dans le paysage économique. On est très heureux de féminiser notre plateau. C'est assez rare, trop rare à notre goût, donc n'hésitez pas à nous envoyer des collègues à vous. Alors vous êtes la boosteuse du cercle du Grésivaudan, Grenoble-Grésivaudan. Alors, présentation, donc une vingtaine d'entreprises, c'est ça ? On est 20 entrepreneurs, effectivement, de la vallée du Grésivaudan. On représente 20 activités différentes. Il n'y a pas de concurrence entre nous. C'est des activités de conseil aux entreprises, mais aussi des activités artisanales, du bien-être. Tous les secteurs d'activité sont les bienvenus. Globalement, des PME, des TPE même. Plutôt des TPE ou des solo-entrepreneurs. Voilà, beaucoup d'entreprises, donc de solo-entreprises récentes. Alors, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. On aime justement avoir aussi des cercles qui soient diversifiés en termes d'expérience professionnelle et de durée dans l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi ce qui fait la richesse du cercle, c'est la complémentarité de nos expériences. Alors précisément, Laura Bernard, vous êtes à la tête d'une agence de communication. Vous avez une belle expérience d'ailleurs dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce cercle ? Alors moi, ce que je suis venue chercher dans ce cercle, en tout cas pour mon agence de communication, c'est du business. Pour la première des causes, venir chercher des affaires, même trouver en chacune des bougeuses une commerciale pour porter la bonne parole, voilà, et s'aimer ce que j'avais à dire, en tout cas le service que j'ai à apporter aux entreprises. Capucine, est-ce que c'est la première motivation ? Est-ce que la première motivation, c'est pas précisément de briser la solitude ? Alors moi, je suis rentrée tout au début de mon aventure entrepreneuriale. Donc mon premier objectif, c'était davantage un réseau d'entrepreneurs pour apprendre, entre guillemets, à leur contact à être entrepreneur. Développer mon réseau aussi parce que j'arrivais dans la région. Mais voilà, aujourd'hui, l'objectif business est bien là. L'objectif est de faire grandir nos entreprises, chacune à notre rythme, en profitant des recommandations et des compétences des unes et des autres. Alors, précisément, nous, on aime bien mettre à la une des jeunes entrepreneurs, des entreprises d'ailleurs tout court. Allons-y pour Comme à soi, donc votre agence de communication spécialisée dans la création d'identité. C'est ça, la création d'identité de marque. Tout à l'heure, on parlait d'Elon Musk qui, justement, fait figure d'un dirigeant qui a une vision sur ce qu'il a à faire. Il fait pas, ce qu'il fait, c'est pas seulement pour l'argent. Aussi, mais pas que. Et moi, j'aide les dirigeants des PME locales et françaises à aller chercher cette vision, à aller chercher cette raison d'être pour créer une véritable identité, quelque chose d'authentique, solide et réel, quelque chose qui soit fondé et qui leur permette ensuite d'aller de façon plus fluide vers la prospection, vers, pourquoi pas, convaincre des investisseurs, pourquoi pas fidéliser de la clientèle, travailler aussi sur la fidélisation de leurs collaborateurs. Voilà, des enjeux
plutôt stratégique. Qu'on nous demande pour les communicants, nous demande cette partie-là. Et moi, j'ai spécialisé mon agence justement sur cette vision, sur cette raison d'être des entreprises. C'est assez audacieux parce qu'autant avoir une agence de communication, j'allais dire, c'est assez classique, mais s'attaquer à ce secteur qui est quand même un secteur de niche, l'identité de marque, tout à fait. C'est assez nouveau. Alors, c'est nouveau. En tous les cas, la façon dont moi je le travaille, je crois que c'est nouveau. Mes pairs et mes confrères, consoeurs me disent ne pas connaître d'autres personnes faire ça. Donc, en ça, c'est nouveau. Néanmoins, on en entend beaucoup parler, mais souvent, on confond identité de marque et identité visuelle. Ça, c'est déjà la première idée reçue qui est intéressante de faire tomber. Mais il a fait le distinguo, expliquez-moi. L'identité de marque, c'est travailler sur cette raison d'être, en quoi l'entreprise est là, pourquoi elle est là, pourquoi le dirigeant un jour s'est dit je vais créer une entreprise ou je vais reprendre une entreprise, ça concerne aussi beaucoup les repreneurs, et qu'est-ce que c'est qui m'a poussé à créer ça et qui me tient et qui me permet tous les matins d'y retourner et d'avoir beaucoup d'énergie pour donner, parce qu'un dirigeant, ça donne énormément à son entreprise. Mais répondre à cette question, je comprends bien qu'on se pose la question, mais répondre à cette question, en quoi ça aide l'entreprise en question à se développer? Ça lui donne son fil conducteur. En tout. Ça lui donne un fil conducteur complètement stratégique qui a affaire effectivement à la communication. Et moi, je m'arrête sur ce secteur de communication. Mais ça a aussi un fil conducteur sur la partie financière, sur la partie ressources humaines, sur la partie R&D, sur les innovations, sur tout. Qui sont vos clients ? Alors mes clients, ça va être des artisans de la région, des sociétés dans le paysage, des sociétés dans la plomberie, des PME plutôt. Je travaille également pour l'industrie du papier-carton. Je travaille également pour des start-up, une start-up parisienne qui travaille pour l'aéronautique, auquel je pense beaucoup en ce moment. Voilà, des PME de la région et France aussi. L'agence de communication Comme à Soi. Capucine Jubin, donc vos spécialités, c'est les ressources humaines. Là aussi, peut-être plus spécialement à destination des artisans, des PME. Oui, alors moi, je m'adresse aux entreprises qui ont à partir d'une dizaine de salariés, mais qui n'ont pas de structure RH. Et j'aime particulièrement travailler avec les entreprises qui sont dans une phase de transition, soit parce qu'une cession est envisagée, parce qu'il y a une reprise qui s'est faite ou qui va se faire, ou alors qui ont connu une forte croissance et qui doivent réadapter leur gestion des ressources humaines. Mon objectif à moi, c'est de les aider à organiser leur process RH pour gagner du temps, à sécuriser leurs décisions juridiques parce que malheureusement, c'est très complexe. Voilà. Et puis, en dernier lieu aussi, c'est à anticiper les enjeux RH de leur entreprise pour répondre aux enjeux de développement de leur entreprise parce que les ressources humaines, ça n'est pas que un boulet qu'on tire de contraintes et il faut le transformer en levier, tout à fait. Alors je reviens au réseau Bouge ta boîte. C'est un réseau, vous le disiez, aussi pour créer des opportunités de business avec des partenariats qui se nouent au sein de ce cercle. Exactement. Un des temps forts de nos rencontres tous les 15 jours, c'est les recommandations qu'on se fait entre nous, des recommandations de contact, des recommandations en termes de compétences. Et on trace toutes les recommandations qui ont abouti. Et on est très heureuse en 2020 d'avoir généré 80 000 € de chiffre d'affaires entre nous. Pour notre première vraie année complète, on est très fiers de ce résultat. Et puis aussi, on a des beaux partenariats qui se nouent. On a 4 bougeuses qui se sont installées en colocation cette année à Mélan. Donc, ils partagent des locaux. Donc, il y a Laura de Comme à Soi, il y a une expert comptable, une entreprise d'aménagement de bureaux et une architecte décoratrice d'intérieur. Donc, c'est intéressant de voir que ça génère aussi des relations au-delà du réseau et plus fortes et puis plus importantes. Et puis, on a aussi des belles collaborations dans le temps qui naissent. Je pense à la Fabrique K, qui est ébéniste d'art sur Crawl, qui fait des collaborations régulières avec Lucie Vacher-Collomb de La Faute à Voltaire, qui est tapissier d'ameublement, par exemple. Donc voilà, on a plein qui ont trouvé du coup des passerelles entre leurs deux activités. Exactement. Voilà, donc ça, c'est toujours très intéressant. Plus la taille d'une entreprise est petite, plus son chiffre d'affaires dépend du réseau de son dirigeant. C'est ce qu'on entend souvent, la nécessité de lutter contre la solitude du chef d'entreprise.
Oui, parce que je crois que le chef d'entreprise est structurellement seul, que l'entreprise soit petite ou grande, mais quand il est vraiment seul dans son entreprise, il a besoin de partenaires. C'est-à-dire que travailler seul, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il faut qu'il ait un partenaire soit en termes de réseau, soit en termes de conseils, de mentors. Parfois, il y a aussi des réseaux de mentors qui accompagnent des créations d'entreprises. Et je pense que certains métiers, faire un peu de publicité, mais certains métiers peuvent faire partie de ces partenaires. Par exemple, l'expert comptable est clairement un partenaire chef d'entreprise. Le banquier, on peut souhaiter l'être. Voilà. Je crois que c'est important de pouvoir rebondir sur un regard externe parce que être chef d'entreprise, c'est prendre des décisions, c'est faire des choix. Quand tout va bien, c'est facile, mais on peut aussi se tromper. Alors quand les choses deviennent plus compliquées, ça l'est beaucoup moins. Donc je crois que c'est important d'être entouré. Je crois que c'est vrai, dans la prise de responsabilité, il ne faut jamais être seul. Bien sûr. Parce que quand on est seul, on se laisse déborder par ses propres démons. Il faut toujours avoir un rebond, un regard. Et c'est utile d'être entouré. Donc ce que vous faites est très utile pour vos collègues féminines, mais je crois que c'est vrai, quelle que soit l'appartenance. Accessoirement, j'imagine que ça développe aussi certains liens d'amitié. Tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression. Avec Laura, on travaille très régulièrement ensemble en dehors de Bouge ta boîte pour co-développer nos entreprises. Et c'est toujours un bon moment passé ensemble. Et puis, on va présenter prochainement notre premier webinaire. Voilà, apporter notre regard croisé d'expertes en communication et d'expertes en ressources humaines sur la marque employeur. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Laura Bernard, Capucine Jubin d'être venue sur notre plateau présenter Bouge ta boîte. Merci. Merci beaucoup. Dans un instant, la découverte de ce qui pourrait bien devenir une licorne. Aledia promet de révolutionner les écrans du futur grâce à une nouvelle technologie LED. Le défi prend des allures de course contre la montre pour distancer la concurrence mondiale. Le plus performant se taillera bien sûr la part du lion sur un marché de 120 milliards d'euros par an. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble, bien sûr avec Alain Denisot, notre consultant. Dans un instant, le pari d'une start-up du CEA Leti, incubée à Minatech, est sur le point de révolutionner nos écrans numériques. À coup de spectaculaire levée de fonds, Aledia est l'un des plus grands paris industriels de ces dernières années. Son PDG sera avec nous dans un instant. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute. Dans Classe Affaires, vous le savez, vous pouvez interroger Alain, qui répond à votre question. Cette semaine, Monique veut savoir quelles sont les grandes composantes du budget d'un ménage français. Les principaux postes. Alors, il y a 4 postes principaux qui représentent environ 2/3 du budget. Ils sont à peu près équivalents. Transport, logement, alimentation et biens et services divers. Et ces 4 postes font 2/3 du budget à peu près incompressible d'un ménage français. Le poste logement est le plus variant en fonction des revenus. Pour les revenus les plus faibles, il prend plus de place, 20-25%. Et pour les niveaux de revenus les plus élevés, forcément, il diminue entre 10 et 12%. Il y a eu d'assez grosses évolutions ces dernières années sur les postes. Alors, ce qu'il faut souligner quand même en France, c'est que les postes santé et enseignement, qui sont intrinsèquement des postes très importants dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos parents, finalement, pèsent assez peu. La santé, ça doit être environ 1% et l'enseignement un tout petit peu plus. Ah oui. Ce qui signifie que nous avons des systèmes publics de prise en charge qui sont extrêmement efficaces. Les grandes évolutions ces dernières années, en fait, c'est le poste biens et services divers qui a beaucoup évolué. Alors ça comprend les gardes d'enfants, les prestations à domicile, mais surtout tout ce qui est autour des abonnements de technologie. Abonnements Internet, abonnements téléphoniques, les abonnements télévision, Netflix, etc. Puisqu'on est passé en une dizaine d'années de 10% à quasiment 17-18% du budget. Budget familial moyen. Si on regarde le budget en évolution dans le temps sur une quinzaine d'années, début d'année 2000 jusqu'à présent, en volume, donc pas en valeur, mais en volume, le budget de dépenses des Français a augmenté de 21%. Donc c'est aussi un signe d'élévation du niveau de vie au logement près, puisque le logement pour une même surface, occupation, même valeur d'usage, les prix de l'immobilier ayant beaucoup augmenté, ça pèse pas mal. Et le poste qui a beaucoup augmenté, c'est effectivement celui des technologies des services. Si on regarde 2020, qui est une année assez atypique, on l'a vu tout à l'heure concernant les bourses,
Globalement, il y a une baisse de la consommation, petite baisse de la consommation, moins 5%, mais avec des variations extrêmement erratiques. En mars-avril, moins 33%. Voilà. Les gens sont arrêtés de consommer. Bon, c'est pas totalement logique, mais un tiers de la consommation s'est arrêtée. Rattrapé un peu avant l'été et beaucoup avant les fêtes de Noël, où il y a eu pas mal d'achats de rattrapage. Et ça se voit aussi sur les comptes bancaires, parce que de fait, les comptes bancaires des clients des banques aujourd'hui sont très liquides. Les livrets, les comptes de dépôt, avec beaucoup de liquidités de nos clients. Voilà. Merci. La répartition des dépenses des ménages en France. Voilà la réponse à Monique. Si comme Monique, vous voulez poser une question, avoir des précisions sur une notion économique ou sur un mécanisme financier, n'hésitez pas à envoyer vos questions à Alain Denisot. classeaffaires@telegrenoble.net, c'est l'adresse. Tablettes, téléphones, montres connectées, petits ou grands téléviseurs, les écrans se multiplient et nous accompagnent partout. Nous sommes de plein pied dans l'ère de l'informatique mobile. Une start-up iséroise espère bien participer à cette révolution en s'imposant avant tout le monde sur le marché des nouveaux écrans. Aledia signe une véritable rupture technologique en développant la fabrication de LED 3D. Avec nous pour évoquer ce pari industriel, Giorgio Anania, le PDG d'Aledia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. Je le disais, Aledia est sur le point de révolutionner nos écrans numériques. On parle de deep tech, de technologie de rupture, en proposant en fait une toute nouvelle recette. En fait, les écrans du monde vont changer. Aujourd'hui, vous avez les cristaux liquides, vous avez les OLED. C'est deux technologies qui consomment beaucoup d'énergie, qui ne sont pas très brillantes. C'est un peu des technologies du passé. Et très rapidement, les technologies LED, telles qu'on a vues dans l'illumination de nos maisons, vont remplacer. C'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus brillant, c'est beaucoup plus rapide, meilleure durée de vie. Alors donc, la guerre s'est déclarée maintenant. C'est qui va pouvoir gagner cette grosse rupture technologique? Évidemment, quand on parle d'un marché de 120 milliards et qu'il y a une grosse rupture technologique, on n'est pas les seuls là-dessus. Donc, c'est un très grand pari. Ceux qui gagnent, ils vont gagner beaucoup. Il y a du risque. Mais si on ne prend pas de pari, on est sûr de ne pas les gagner. Alors, on va revenir sur ce défi et cette course contre la montre. En tout cas, cette nouvelle technologie qu'Aledia a mise au point, ça permet d'avoir, à la limite, même des écrans souples, des écrans plus lumineux, vous le disiez, donc plus faciles à lire où que l'on soit, puisque maintenant on est dans le nomadisme d'usage. Et puis, ça donne aussi des écrans plus économes et donc plus autonomes, c'est ça ? Tout à fait. Pour les applications mobiles, comme les téléphones, les tablettes, c'est important que la batterie dure plus longtemps ou qu'elle soit plus petite, plus léger. Mais aussi qu'elle soit lisible en extérieur, donc beaucoup plus brillant. Si vous prenez votre smartphone aujourd'hui, au soleil, vous ne le voyez pas. Après, il y a les technologies d'affichage de la réalité augmentée. Ça, ce sera le grand changement sociétaire qui va commencer vers 2024, où il y aura des lunettes que vous allez mettre, ils vont reconnaître tout ce qui est devant eux. Ils vont tout reconnaître. À ce moment-là, le monde vous accompagnera. Là, c'est un changement. Ça soulève beaucoup de questions sociétales. Mais c'est un changement qui va se passer. Ça va un peu changer notre vie. Et de l'autre côté, il y a les très grands écrans. On peut faire des écrans de n'importe quelle taille, qui s'enroulent, qui se plient, qui sont légers, qui sont transparents si nécessaire. Et on attaque tous les trois segments. Alors on voit bien cette rupture de technologie, cette deep tech sur laquelle vous travaillez. Alors la technologie est un peu compliquée, on va essayer de mieux comprendre. Aledia est installée à Échirolles, compte environ 130 collaborateurs aujourd'hui. L'objectif est de dépasser les 500 salariés dans les 2 ans qui viennent. On va mieux comprendre la technologie avec ce reportage. Des micro-LED 3D compatibles pour tout type d'écran, des petits mais aussi des télévisions, des ordinateurs, des tablettes. C'est la nouvelle génération de LED qu'est en train de créer Aledia pour améliorer la qualité des écrans. On vit une période intéressante dans cette industrie. C'est assez rare dans les industries qu'il y ait des changements de technologie. Et en ce moment, il y a un changement de technologie. Et l'entreprise basée à Échirolles depuis 2019 est l'un des acteurs principaux de ce changement de technologie. Aujourd'hui, les écrans auxquels vous êtes habitués sont des écrans soit ce qu'on appelle la cristaux liquide, vieille génération, soit maintenant des écrans OLED. Sauf que ces écrans OLED coûtent cher et également ont des limitations techniques. Mais ces nouveaux écrans avec des micro-LED 3D seraient quant à eux bien plus intéressants.
sont beaucoup plus brillants que les écrans LCD et ont un contraste sans commune mesure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la qualité d'image est meilleure. De la haute définition, une faible consommation d'énergie et une brillance 1000 fois supérieure à nos écrans, c'est un nouveau marché auquel s'attaque Aledia avec un processus de fabrication tout particulier. On commence par la plaquette de silicium sur laquelle on vient mettre le matériau émetteur à base de nitrure de gallium et ensuite on fait un procédé complètement compatible avec le monde de la microélectronique. Du nitrure de gallium, c'est du gallium, un élément chimique avec de l'azote qu'on place sur ces plaques de silicium qui servent de support pour les LED. Dit comme ça, cela peut paraître compliqué, mais on peut aussi expliquer plus simplement. En gros, c'est faire Times Square dans un smartphone. C'est plein de petites micro-LED de taille micrométrique qui sont reportées sur des dalles de verre pour pouvoir faire un écran. Voilà, on comprend un peu mieux. Sur cet écran, chaque micro-LED formerait une petite partie de l'image, un pixel en fait. Et pour réaliser tous ces écrans, Aledia vient d'investir dans un site de production à Champagné qui sera opérationnel dès 2022, année où la commercialisation de ces produits commencera. Et normalement, on pourra avoir la technologie Aledia dans notre téléviseur dès 2023. Alors, Giorgio Anania, on parlait avant de ce reportage de Paris. Moi, j'ai envie de parler de course contre la montre parce que vous le disiez, il y a évidemment d'autres géants mondiaux qui ont flairé la bonne affaire. Tout à fait. Il y a beaucoup d'autres qui ont flairé la bonne affaire et l'essentiel, pratiquement tous les GAFAM et les grands acteurs dans ce domaine. Alors, tous les acteurs du monde font la même chose. C'est-à-dire, ils partent des LED utilisés pour l'illumination qui sont faits sur des plaques en saphir de 4 pouces, de 10 à 15 cm, faits en couches qu'on appelle 2D. Donc, tout le monde fait la même chose. L'exception, c'est Aledia, qui a choisi de faire des LED en 3 dimensions, c'est-à-dire avec des petits fils qui sont 100 fois plus fins qu'un cheveu humain, qui c'est eux qui émettent la lumière. Et ces nanofils permettent d'utiliser des plaques en silicium, donc comme l'électronique, beaucoup plus grandes, donc production en grand volume et la capacité d'intégrer facilement de l'électronique. Et ces deux choses sont uniques à Aledia. Alors c'est vraiment un pari singulier, puisque c'est un pari qui nécessite de démontrer qu'on a raison, mais il faut arriver avant les autres. Et donc ça nécessite aujourd'hui des fonds importants avant même de savoir si on décrochera les marchés. Tout à fait. Le risque, il est toujours avant les premiers chiffres d'affaires. Une fois que le produit il est établi et il part, le jeu est fait. Donc, les éléments clés pour nous, c'est les prochains 2 ans. Parce que c'est là qu'en même temps, il faut compléter le développement des produits, bâtir la partie industrielle, parce qu'on ne peut pas le faire en série, ça ajoute 2 années, il n'y a pas le temps, et espérer qu'il n'y a pas de surprise qui se passe pendant ce temps-là. Après, le chiffre d'affaires monte très rapidement, et donc il faut avoir investi beaucoup en capitaux avant le premier chiffre d'affaires. Donc, c'est risqué. Mais c'est le jeu. Normalement, ce n'est pas un métier pour des startups. C'est des très grandes multinationales qui le font. Mais si on veut gagner, c'est le moment pour nous de le faire. Donc, nous, on prend ce pari. On a beaucoup de support de l'écosystème de Grenoble. Maintenant, il faut bouger très vite. C'est pourquoi vous avez lancé plusieurs levées de fonds, dont une qui est actuellement en cours. L'objectif, c'est d'avoir 120 millions d'euros de fonds pour développer la technologie. C'est d'avoir 120 millions qui s'ajoutent aux 100 qu'on avait levés avant. En fait, on ne fait pas des displays avec moins de 300 ou 400 millions. Et donc, à la fin, on obtiendra ce type de chiffre d'affaires, ce type de chiffre pour démarrer l'activité. Un display, c'est un sous-système très, très complexe. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup d'argent pour le développer. Par contre, après, quand ça marche, vous êtes dans un petit monde. Et ça marche tout de suite très fort. Vous reconnaissez, vous dites, c'est tout ou rien. Le premier chiffre d'affaires, ce sera soit des centaines de millions d'euros, soit rien. Exact. Soit un retard, parce qu'il faut plus de temps pour le développer. Mais tout à fait, vous avez bien compris. Mais le risque technologique, c'est important d'avoir votre avis sur le risque technologique. Vous dites, si l'on attend de résorber le risque technologique pour se lancer, eh bien on arrivera après tout le monde. Donc il faut prendre ce risque, il faut relever le pari. Tout à fait. On a une technologie différente que tous les autres, mais vous vous doutez que Apple, Samsung, Microsoft, ils ont des moyens différents. Donc, nous avons quelque chose de très différent. Il ne faut pas qu'on y aille plus lentement que les grands. C'est pour ça qu'on a des grosses dépenses de R&D. C'est le moment ou jamais.
Alors vous avez le centre de recherche et développement est à Échirolles, on en a vu quelques images, c'est 130 personnes aujourd'hui, c'est d'ailleurs un très gros centre de R&D, hein. Autant de personnes, c'est colossal hein, dans notre pays. Hein. On y est rentré il y a 1 an et il est plein à craquer, donc on loue de l'espace en face maintenant. Et vous construisez alors dans la perspective de la production. On construit la 2e usine. Voilà, vous construisez à Champagné, au Saut du Moine, l'usine qui sera la vraie usine de production. On en voit quelques images ici, avec, je le disais, dans les 2 ans, l'objectif d'atteindre 500 collaborateurs et un site de production qui va tourner à plein régime. Oui, c'est plutôt 4 ans, mais tout à fait. Vous avez raison. C'est un site très très beau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le bâtit pendant qu'on finit les produits. Comme ça, dès qu'ils sont prêts, l'usine est prête. Et donc, voilà, c'est un jeu de jigsaw. Et donc là, les prochaines échéances, c'est quoi? Alors 2021, on devrait avoir les premiers produits, mais la véritable révolution technologique, elle sera pour 2022-2023, c'est ça? Mi-2022, c'est les premiers produits qui sont un peu de produits de niche pour nous permettre de démarrer et qu'on peut produire à partir de notre centre de R&D. Le vrai volume vient dans la 2e moitié de 2023 et pour ça, il faut que l'usine de Champagné soit en état de marche. Parce que là c'est de tout autre volume. Ce sera la véritable révolution technologique à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et là, une fois qu'il y a un premier produit, mais pour nous, un laptop n'est pas très différent d'une tablette, n'est pas tellement différent d'un téléphone. Et donc, on développera en rapide succession des produits pour différents marchés. Alain Denisot, c'est exceptionnel, hein, ce business model-là qui est un pari, mais qui nécessite des mises de fonds importantes. Complètement disruptif, en fait. Complètement disruptif. Effectivement, il y a cette course à la technologie et puis face à des acteurs qui sont incroyablement plus grands. Il y a le soutien du LETI, il faut le souligner. Hein, c'est un spin-off, je crois, de 2011 du LETI, avec ce foisonnement intellectuel qu'il y a à Grenoble et autour du CEA. Et puis, moi, je fais une analogie, mais qui n'a rien à voir, mais c'est un peu comme pour les vaccins anti-Covid. C'est-à-dire que, comme on est pressé, alors là, l'urgence, c'est sanitaire, elle n'est pas de prendre de l'avance technologique, mais comme on est pressé, il faut à la fois faire les recherches et puis lancer la production. Voilà. Et c'est une question à la fois pour l'humanité, puis là pour la technologie, et puis sur un modèle qui est aussi beaucoup moins consommateur d'énergie, donc finalement, qui travaille aussi pour nous demain. C'est un pari industriel comme on en a rarement connu ces dernières années hein, dans notre région. Hein. Considérable, oui, très considérable. Et qu'on a plaisir à accompagner, je le souligne. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes accompagne très volontiers depuis de nombreuses années. Allegia à suivre. Giorgio Anania, merci beaucoup de votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous à distance. On va vous suivre de près et on vous souhaite très vite l'envol d'une belle licorne. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé notre plateau. Merci à Alain Denisot. Merci à tous de votre fidélité. Merci. Classe Affaires à voir et à revoir sur télégrenoble.net. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le Club de l'économie en Isère. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. C'était Classe Affaires avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.